Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour donc, je suis ravi de vous retrouver avec Jean-Christophe Lagarde qui est le patron de l'UDI. Vous croyez que l'actualité politique s'est assoupie? Pas du tout, vous allez le voir. Jean-Christophe Lagarde, vous avez déclaré à plusieurs reprises ces derniers temps qu'il n'était pas question d'être au fond la force d'appoint simplement de l'UMP qui va s'appeler les Républicains. Est-ce que ça veut dire, vous allez enfin nous dire que vous allez aller aux primaires? Ça veut dire surtout que... Mais là, vous allez répondre à la question d'entrée, parce qu'après un peu de vacances... Non, je ne vais pas enfin vous le dire, puisque j'ai dit dès le départ à nos militants, lorsque j'ai été élu président de l'UDI, que nous choisirions ça en responsabilité au printemps 2016, c'est-à-dire quand la question se posera, et pas au moment... Elle se pose ce matin. Absolument pas. Vous pouvez l'envisager. Vous connaissez la situation politique de dans un an, monsieur Durand? Non, mais Est-ce que vous savez, dans un an, dans quel état seront les différents partis politiques, dans quel état sera l'économie française, qui aura un projet et qui n'en aura pas à présenter? Vous savez, l'élection présidentielle de 2012, qui a vu l'élection de François Hollande, si on avait posé la question en avril 2010, 2 ans avant, on pensait tous que Dominique Strauss-Kahn avait quelque chance d'être président de la République. Donc moi, je réponds aux questions quand elles se posent et pas avant. Je fais pas de la politique fiction. On peut l'envisager. En revanche, pour ne pas être nommé, puisque je reprenais la phrase qui est de vous, qui consiste à ne pas simplement être une force d'appoint. Si vous voulez pas être une force d'appoint, il faut quand même aller faire un tour. Eh bien, ne pas être force d'appoint, c'est venir faire ses propositions devant les Français et c'est décider au moment où se posera l'élection de 2017 qui sera le mieux à même pour porter ce projet et de quelle façon, primaire ou pas primaire. Ce sera ça le débat et ce débat il sera à la fois légitime, respectable à l'intérieur de notre famille politique et il sera tranché par l'ensemble des militants. Mais si je vous pose cette question, c'est parce que les gens peuvent se dire au fond, il a déjà dans la tête, sans vouloir le dire, une sorte de ralliement organisé, soit à Juppé, soit à Sarkozy. Alors d'abord, je ne crois pas que l'UDI ait vocation à être une force de ralliement. Et je ne pense pas, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc pour l'instant, ce matin, il n'y a pas d'UDI qui soit plutôt juppéiste ou plutôt sarkozyste. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, il y en a sans doute, mais je l'ai dit à plusieurs reprises, à mes yeux, l'UDI n'est pas là pour choisir entre deux candidats de l'UMP. Quelle que soit la formule, primaire ou pas primaire. Premier élément. Deuxième élément, la question de la force d'appoint, c'est grosso modo, est-ce qu'il doit y avoir une majorité unique ou une opposition comme on a connu la majorité unique d'avant. Et je dis moi que si l'opposition n'apprend pas à être diverse, elle sera encore minoritaire. Comme entre 2007 et 2012, où un seul parti commandait, entre guillemets, dirigeait, décidait, et les centristes étaient obligés de s'aligner. Vous n'avez pas l'impression que c'est ce qui va se passer avec les Républicains? Eh bien, j'espère que non, parce que si c'est le cas, M. Hollande a de beaux jours devant lui. Je pense que si l'opposition n'apprend pas à être diverse, ça ne veut pas dire dispersée, ça veut dire à respecter les opinions des uns et des autres, les analyses des uns et des autres, et ensuite à former des consensus, eh bien, l'opposition sera condamnée à rester opposition. Et je ne le souhaite pas parce que je pense que la France souffre assez du gouvernement actuel. Mais Jean-Christophe Lagarde, vous connaissez le système français qui maintenant a changé un peu avec les primaires. Si vous n'êtes pas candidat au présidentiel ou si éventuellement vous n'allez pas aux primaires, vous n'allez compter pour rien du tout. Vous allez être force de rassemblement, force d'appoint des uns ou des autres. Monsieur Durand, vous pouvez vous allez me dire que j'insiste beaucoup. Non, non, pas du tout, pas du tout. Simplement, vous êtes pressé parce que vous devez annoncer une actualité. Moi, je dois essayer de la construire. Je réfléchis avec vous. Je veux réfléchir avec vous. Je veux essayer de la construire et je ne dis pas ce que doit, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de conviction à affirmer d'ailleurs sur ce sujet, ce que doit être la position de l'UDI au printemps 2016 pour une raison très simple. Je veux que nous puissions présenter un projet aux Français. Depuis 34 ans, le PS et l'UMP, ou sous la même chose sous d'autres formes, ont alterné au pouvoir et la France ne s'en sort pas. Nous, centristes, n'avons pas exercé ce pouvoir et nous avons un certain nombre de propositions à faire aux Français. Je veux que ce projet puisse être présenté aux Français. Nous verrons qui le portera et nous verrons sous quelle forme. C'est ça, en réalité, le débat. D'ici un an, il va se passer bien des choses, d'autres, entre guillemets, que l'excitation sur les méthodes d'organisation de l'élection primaire. Le chantage qui vous est adressé, c'est de vous dire, finalement, si jamais vous vous présentez au premier tour, vous allez faire gagner François Hollande ou Marine Le Pen. Vous êtes absolument certain que Marine Le Pen sera au premier tour? Non, j'en sais rien, mais c'est l'argument qui vous est opposé, c'est ce qui vous dit. Monsieur Durand, vous venez de répondre à la question que vous me posiez. Vous n'en savez rien. Et vous voulez que moi je sache dans un an dans quelle situation le parti d'extrême droite avec, le spectacle lamentable qu'il offre tous les jours et encore aujourd'hui, vous voulez réellement que je pense et que je décide avec les militants de l'UDI de quelque chose qui est totalement mouvant. Moi je crois que les Français ils souffrent d'abord aujourd'hui d'une crise économique. On leur dit que tout va mieux, que la croissance repart, etc. Ce n'est pas ce qu'ils voient dans leur vie quotidienne. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les chiffres du chômage qui s'allongent malheureusement mois après mois. Ce n'est pas ce qu'ils voient dans
dans le pouvoir d'achat. Et qu'est-ce que je veux faire? C'est expliquer aux Français quelles sont les conditions, aux yeux de l'UDI, du redressement de la France. Comment est-ce qu'on peut enfin s'attaquer au problème de nos comptes publics? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le salaire soit revalorisé? Comment on peut devenir compétitif en transférant une grande partie de la charge de notre protection sociale, de la façon dont on paye notre sécurité sociale, sur la consommation plutôt que sur le travail? Comment en réalité la France peut changer de logiciel? Oui, vous avez déjà un programme. Mais évidemment que l'UDI est en train de construire son programme. Et elle verra comment elle le portera. Les questions. 3 ans de François Hollande cette semaine. Il y a beaucoup de gens qui, à droite, considèrent que c'est une catastrophe absolue, et beaucoup de gens, à droite et à gauche, qui disent finalement il va les berner. Regardez l'affaire de la Libye, regardez l'histoire du Rafale. Tout est en train de s'organiser discrètement, même s'il y a une impopularité record, pour, au fond, cocher toutes les cases qui sont au fond hostile ou compliqué à gérer pour l'ancienne majorité. Quand on regarde le début du quinquennat de François Hollande, c'était le rêve. On nous avait vendu le changement et malheureusement, du rêve, on est passé au cauchemar. Et puis, depuis 6 mois à peu près, on voit bien qu'il est en train. Donc c'est 3 ans pour rien. Bien sûr, c'est 3 ans, non seulement pour rien, mais pour une aggravation de la situation de la France. C'est plus d'1,5 million de chômeurs supplémentaires. C'est un déficit qui continue à augmenter sans cesse, alors même qu'on a augmenté les impôts comme jamais on l'avait fait dans notre pays, qu'on atteint des records à peu près partout, et malheureusement de tristes records. Mais c'est vrai que depuis 6 mois, on voit que François Hollande est en campagne électorale. Qu'on ne me dise pas qu'il n'est pas en train de chercher. Et vous savez qu'il y a même des gens dans votre camp, pas simplement dans le leur, qui disent il va finir par nous berner. Mais une élection est une élection. Les Français peuvent se laisser berner une deuxième fois par François Hollande. En tout cas, moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'empêcher, parce que je pense que ce serait une mauvaise chose pour notre pays. Mais je veux simplement... regardez le Rafale, regardez la Libye. Aujourd'hui, par exemple, Manuel Valls lance une mission sur l'assouplissement du marché du travail. Vous en avez parlé il y a 2 secondes en évoquant votre programme. Donc là encore, ils vont enlever de votre programme quelque chose qu'ils vont tenter de faire. Remettons encore 2 mots l'un derrière l'autre. On parlait de berner les Français, vous me parlez d'assouplissement du marché du travail. Soyons très clairs. On en parle depuis plus d'1 an d'ailleurs. Monsieur Rebsamen avait dit, est-ce que vraiment on doit avoir un problème avec les 35 heures? Monsieur Rebsamen avait dit, il y a un contrat de travail trop compliqué, il y en a 27 dans notre pays, etc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Rien. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui a pris mission bidon. C'est un gouvernement qui a pris cette malheureuse habitude de parler et de ne pas agir. Ou en tout cas, de parler fort et d'agir faible. C'est ça. Mission bidon. Donc mission dont on verra bien le résultat si enfin il se décide à réformer le pays. J'applaudirais. Vous savez, avec Jean-Louis Borloo, quand on a construit l'UDI, on a souhaité que ce soit un parti d'opposition, certes, mais d'opposition constructive. Sur le Rafale que vous évoquiez, je dis bravo au président de la République, au Premier ministre et surtout à l'entreprise Dassault d'avoir enfin réussi à vendre ces avions. Comme vous n'êtes pas naïf, vous savez qu'ils vont utiliser ça contre vous. En disant qu'ils ont été incapables de le vendre avant, nous on l'a vendu. Bien sûr, mais j'observe simplement qu'ils l'ont vendu parce que le Rafale coûte aujourd'hui 25% de moins. Pourquoi il coûte 25% de moins? Parce que le rapport entre l'euro et le dollar s'est modifié au bénéfice de l'euro. Et comme l'euro est moins cher, le Rafale est moins cher. Et puis deuxième chose, ils ont, et il faut en prendre acte, habilement tiré profit du fait qu'aujourd'hui, les États-Unis sont persona non grata dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient, du fait de la nouvelle politique de Barack Obama, qui prétend et délirant plutôt que ses alliés traditionnels. Mais vos arguments sont valables, mais la question politique reste posée, ça sera utilisé. Vous avez raison, mais je ne vais pas faire reproche au chef de l'État d'arriver à ne pas tout rater. Grosso modo, il a raté sur le chômage, il a raté sur le budget, il a raté sur les impôts, il a raté sur le déficit, il arrive à vendre des Rafales. Bravo pour le dernier point et je condamne pour les autres. Alors, question justement dans ce domaine de la bataille droite-gauche. Vous allez voter la loi sur le renseignement ? Je pense que je ne la voterai pas. J'y réfléchis jusqu'à demain, mais je la pense dangereuse à plusieurs titres. Parce que Nicolas Sarkozy a dit que s'il était parlementaire, il la voterait. C'est son droit. Ça prouve bien qu'il y a des raisons pour qu'il y ait des différences et des partis différents. D'abord, je pense que ce texte, il peut progresser. Nous avons demandé un certain nombre de garanties qui n'y sont pas. Il y a le Conseil constitutionnel qui est saisi 2 fois, par 60 députés et par le... Le Conseil constitutionnel, c'est la garantie de respecter la Constitution. Pas, en l'occurrence, la garantie que ce texte soit équilibré. Moi, je pense par exemple qu'il n'y a pas de raison que quand il y a une mesure d'urgence pour écouter telle ou telle personne, on ne saisisse que le Premier ministre et qu'il n'y ait pas un magistrat ou un président qui, dans l'heure, peut très bien décider qui est légitimement écouté ou pas. Je pense que les journalistes, monsieur Durand, que les responsables politiques, que les avocats ne devraient pas être victimes de ce type d'écoute, ni sur leurs conversations téléphoniques, ni sur leurs échanges, parce que c'est très dangereux de mettre ça entre les mains d'un pouvoir. Aujourd'hui et demain, c'est très dangereux. Mais il y a une commission, je reprends la question, il y a une commission... Non, cette commission, elle ne vérifie qu'à posteriori. CNCTR, 13 membres élargis donc à des personnalités... Cette commission ne vérifie qu'à posteriori.
Ça veut dire qu'en réalité, vous pouvez capter toutes les télécommunications, toutes les transmissions de centaines de milliers de personnes. D'ailleurs, il y en a tellement qu'on ne sera pas capable de traiter l'information avec les moyens actuels. Vous pouvez traiter l'objectif, c'est le terrorisme, c'est pas la vie politique. Très bien. Alors, moi, je fais le raisonnement dans le sens inverse et je pense que c'est ce qui va emporter ma décision. Si ces moyens-là avaient été légaux, est-ce qu'on aurait empêché les attentats du mois de janvier? La réponse est non. Alors, est-ce que ça vaut le coup de déployer un arsenal qui est en réalité dangereux pour les libertés individuelles, alors même que ça n'aurait pas empêché ce qui motive ce projet de loi au fond? Je pense que c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que nous aurions intérêt à concentrer notre attention, à démultiplier nos moyens sur les 1000 ou 2000 personnes qui posent problème, que de se mettre à écouter des millions de conversations dont nous ne serons pas capables de tirer profit, sauf pour exercer des pressions sur un certain nombre de personnes, si jamais un pouvoir dérive aujourd'hui. Et ce projet de loi ne présente pas de garantie en la matière. J'ai deux petites questions. Est-ce que vous reprendriez la phrase de Bayrou, la réforme du collège est dégueulasse? Je pense que c'est une honte absolue. Miner les enseignements classiques... Il nous reste 50 secondes. Pardon, miner les enseignements classiques comme le latin, c'est une honte parce que c'est perdre ses racines. Affaiblir l'enseignement de l'histoire dans notre pays, c'est faire perdre à la nation sa capacité à se retrouver, à savoir d'où elle vient. Est-ce que c'est une réforme idéologique? C'est une réforme idéologique portée par Madame Vallaud-Belkacem qui en réalité est en train de chercher plus de la com', de la communication. Ça se retourne contre elle. Ça se retourne contre elle. Elle découvre que la communication n'est pas toujours une bonne chose, mais on ne peut pas saper les enseignements fondamentaux d'une nation. Connaître d'où on vient, le latin, l'histoire, savoir où on va et savoir se projeter à l'extérieur avec les langues vivantes, c'est en l'occurrence la base essentielle de l'éducation nationale. Dernière question, pardon de vous demander de répondre en quelques secondes, mais ça vient de se passer du côté de Dallas. Encore une fois, donc un concours de caricature avec la une de Charlie Hebdo, donc du côté de Dallas. Est-ce qu'on n'en fait pas trop dans le registre, disons, de la laïcité et élevée au niveau presque d'une religion? Est-ce que franchement le blasphème est le fondement de notre culture? Non, mais les Américains sont pas dans la laïcité du tout. Ouais, d'accord. Un mouvement qui conteste, entre guillemets, une religion, il est tout aussi contestable. Je vous parle de nous. Est-ce qu'on doit continuer à blasphémer, sachant les risques qu'on prend? Moi, je pense qu'on doit avoir la liberté de conscience, et donc la liberté de critiquer, et de critiquer aussi les religions. Après, chacun voit si il offense ou s'il offense pas. Mais même une offense, elle peut pas avoir pour réponse une Kalachnikov. Merci beaucoup, Jean-Christophe Lagarde, d'être venu ce matin, donc balayer l'actualité politique qui n'est pas assoupie. Vous l'avez remarqué. Merci donc à vous tous. On se retrouve dans un instant avec Hélène et toute l'équipe de LCI et bien évidemment avec Radio Classique.